Donc, l'une des innovations technologiques les plus marquantes des 20 dernières années concerne les nouveaux moyens de communication, dite communication médiée par ordinateur. Alors, ce type de communication est apparu dans les années 70. Pour ceux qui ne le savent pas, le premier courriel a été envoyé en quelle année? 1972, d'accord? Par Ray Tomlinson. Et il y a eu aussi en 1979 l'apparition de Usenet, qui est un réseau de forums de discussion. Donc, la CMO a connu ensuite une croissance très rapide dès le milieu des années 90. Alors, la CMO, elle se présente sous plusieurs formes qu'on peut classer en deux groupes selon la temporalité de l'échange. Alors, d'abord, on trouve la communication en temps réel qu'on appelle synchrone, d'accord? Quand le message est reçu aussitôt qu'il est envoyé par l'émetteur, par exemple, le clavardage, Facebook Messenger, etc. Et on trouve ensuite la communication en différé qu'on appelle asynchrone, lorsqu'il y a un décalage temporel entre l'émission et la réception du message, par exemple le courriel, les forums, etc. Donc, ces nouvelles technologies occupent une place prépondérante dans la vie quotidienne et permettent la communication sociale. Alors, en effet, les rapports humains s'effectuent de plus en plus par l'intermédiaire de ces technologies et ces dispositifs, mais sur l'importance d'être connecté partout et en tout temps. Alors, la CMO, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va encourager ainsi une communication permanente et rapide, peu importe la distance, souvent en réduisant les contacts physiques ou les rencontres en face à face. Donc, en plus de leur impact significatif sur la société contemporaine, ces outils de communication ont bouleversé les pratiques d'écriture, comme vous le voyez ici à l'écran. Alors, j'ai mis des exemples en espagnol, en français et en anglais. Alors, est-ce que vous arrivez à lire cette phrase-là ici en français? Qu'est-ce qui est écrit ici? Je n'ai pas dit que je ne le savais pas, en tout cas pas à ce que je sache. D'accord. Ici, est-ce que vous arrivez à lire en espagnol, cette ligne-là, pour ceux qui parlent espagnol? Exactement, c'est ça, très bien. Donc, nos recherches vont porter sur les interactions synchrones et plus spécifiquement sur le clavardage. Alors, le clavardage va présenter deux caractéristiques importantes au plan discursif et communicationnel. Alors, dans un premier temps, bien que le clavardage va transiter par un clavier, lequel lui donnerait un statut a priori écrit, des chercheurs ont constaté que ce type de communication ne correspond ni à l'écrit ni à l'oral. Alors, avant de poursuivre, je vous présente les traits différenciateurs de l'oral et de l'écrit selon David Crystal, d'accord, 2006. Alors, dans un premier temps, l'oral, on dit qu'il est limité dans le temps. Pourquoi? Parce qu'il est dynamique, il est éphémère, il y a une interaction avec la présence des participants. L'écrit est limité dans l'espace. Pourquoi? Parce qu'il est statique, parce qu'il est permanent, parce que le scripteur est distancié de son lecteur. Okay? L'oral, il est spontané parce qu'on trouve une production et une réception synchrone. On trouve une pression temporelle, donc il faut parler, penser tout en parlant, d'accord? Et c'est difficile de planifier aussi. Aussi, pour la spontanéité, on va trouver de la souplesse syntaxique, beaucoup de répétitions, des reformulations, d'accord? Ici aussi, l'intonation et les pauses sont très importantes. Okay? On va dire que l'écrit est contraint. Pourquoi? Parce qu'il y a une production et une réception qui est asynchrone. Ce qu'on va trouver, c'est une planification, une analyse aussi. L'oral, vous le savez tous, il se déroule en face à face. Alors, les indices extra-linguistiques, dont les expressions faciales, les gestes, sont très, très importants. L'écrit maintenant, d'accord? Il n'y a aucun contact visuel, donc pas de contexte partagé. Maintenant, l'oral est faiblement structuré parce qu'il y a beaucoup de formes contractées, il y a du slang, de la langue obscène, donc il y a une présence d'éléments spécifiques de l'oral informel.
Maintenant, l'écrit est fortement structuré parce qu'on trouve une présence d'éléments spécifiques de l'écrit, donc beaucoup de subordonnées, des phrases qui sont très longues à l'écrit. Okay. Cinquième point ici, donc l'oral va permettre une communication sociale. Donc la fonction sociale qu'on appelle fatigue, d'accord, est très importante ici. Donc, on va avoir une expression des opinions, des attitudes personnelles, tandis qu'à l'écrit, c'est surtout une communication qui est plus factuelle. Donc, on va enregistrer des faits, communiquer des idées. L'oral est révisable en temps réel, donc c'est possible de repenser un énoncé pendant que l'interlocuteur écoute. D'accord? On peut recommencer, ajouter une précision. Par contre, une fois qu'on fait une erreur, on ne peut pas revenir en arrière à l'oral, d'accord? Tandis qu'à l'écrit, oui, c'est toujours révisable en différé, d'accord? Alors, c'est possible d'éliminer les erreurs qu'on commet. Maintenant, l'oral comporte une richesse prosodique, donc il y a des nuances d'intonation, de contraste, de volume, de vitesse, etc. Tandis que l'écrit, on va trouver une richesse graphique qui est importante, donc une mise en forme visuelle, l'espace de la page, etc. Donc, considérant ces critères-là, selon David Crystal, on observe dans la CMO tant des caractéristiques de l'oral que de l'écrit. Alors, il avance que la CMO présente des propriétés de chacun d'une manière sélective en fonction de l'outil de communication, clavardage versus courriel, par exemple. Okay? Donc, pour lui, le clavardage qui se réalise à l'écrit est soustrait au face-à-face. Toutefois, comme à l'oral, il est limité dans le temps. Un message envoyé appelle une réponse immédiate. D'accord? Les messages sont également éphémères, notamment lorsqu'on ne les retrouve plus avec la barre de défilement à l'écran dans certaines interfaces de clavardage. De plus, il est spontané, faiblement structuré, donne lieu à de la communication sociale, n'est pas révisable en temps réel et aussi comporte une richesse prosodique. On va le voir tout à l'heure avec des exemples. Donc, la conversation qui jusqu'à présent a toujours été associée à l'oral peut maintenant se réaliser à l'écrit. Alors, l'écrit va rejoindre l'oral comme outil d'une communication immédiate et spontanée, et on va trouver un discours hybride entre l'oral et l'écrit. Crystal y voit même une troisième modalité qu'il désigne par le terme de NetSpeak ici. D'accord? Alors, c'est vraiment un entre-deux. Maintenant, dans un deuxième temps, le caractère spontané du clavardage impose la rapidité tant pour le décodage que pour l'encodage des messages. Alors, les études sur le clavardage s'entendent sur l'importance d'une part du facteur temps qui incite les clavardeurs à recourir à des stratégies d'abréviation et d'autre part sur celle de l'emploi de marques d'expressivité qui va réduire l'écart entre l'oral et l'écrit. Maintenant, la CMO va aussi modifier la graphie des mots. Alors, on va poursuivre notre discussion avec ces extraits ici qui sont tirés de nos corpus de clavardage. Alors, on peut se demander comment on peut traiter ces formes qui s'éloignent de l'orthographe conventionnelle apprise dans un cadre scolaire. Alors, parmi les questions qui surgissent, on pourrait se demander, est-ce que c'est un nouveau code parallèle? Est-ce que c'est une orthographe simplifiée? Ou est-ce que c'est le résultat d'une détérioration de la langue due aux technologies? Okay? Aussi, les phénomènes scripturaux du clavardage vont impliquer l'identité générationnelle. Donc, vous le savez tous que l'adolescence est une période caractérisée par la quête d'identité et d'émancipation. Alors, il y a quelqu'un qui a travaillé sur l'anglais, c'est Mark Seba, 2003, qui a démontré qu'il existe un rapport entre le détournement de l'orthographe et la construction identitaire chez les adolescents. Par exemple, les graffitis. Alors, vous avez ici des beaux exemples de graffitis faits par des adolescents ici. OK? Alors, ce sont des graffitis qui ont été recueillis entre 97 et 99 en Angleterre, à Lancaster, et qu'il estime produits par des adolescents.
Alors lui, il va imputer les phénomènes hétérogènes relevés au besoin de s'identifier à un groupe. Okay? Alors, comme les graffitis, l'écriture électronique constitue un moyen de résister aux contraintes imposées par le monde des adultes. Pourquoi? Parce que ce mode d'échange va échapper à la sanction scolaire et à la surveillance des parents souvent. Okay? Donc, dans la suite de l'exposé, je vais traiter des résultats de mon étude sur les pratiques scripturales des clavardeurs de langue anglaise, française et espagnole, engageant une variable générationnelle. Et ensuite, je vais parler des enjeux éducatifs des nouvelles formes d'écriture liées au clavardage. Donc, voilà. Alors, j'ai fait 2 études. Alors, dans le cadre d'une étude comparative sur les pratiques scripturales des clavardeurs francophones, nous avons dû recourir à 4 catégories générales pour rendre compte de toutes les variantes scripturales de notre corpus, soit des procédés abréviatifs, des remplacements de graphèmes, je vais en parler tout à l'heure de ça en détail, des neutralisations en finale absolue et aussi des procédés expressifs. Ensuite, j'ai réalisé une 2e étude qui s'inscrit dans la continuité de l'étude sur le français. Alors, j'ai voulu tester la solidité de ma classification pour des langues dont le degré de correspondance phonético-graphique diffère. Alors, je continue ici. Donc, en vertu de l'hypothèse de la profondeur de l'orthographe, c'est une théorie de Katz et Frost 92, selon laquelle un système orthographique transparent, comme celui de l'espagnol, de l'italien par exemple, transpose les phonèmes directement dans l'orthographe. Nous avons voulu vérifier si nos résultats pour le français pouvaient être généralisés à des langues dont l'orthographe est dite transparente, soit l'espagnol, comparativement à des langues dont l'orthographe est dite opaque, soit le français ou l'anglais. Alors, juste une précision pour clarifier ce que c'est orthographe opaque et transparent, parce que ce n'est pas évident. Donc, pour simplifier, okay? Une orthographe est dite transparente si à chaque son correspond une seule lettre, comme en espagnol. Donc, le son S se reproduit par la lettre S, comme dans mesa. Okay? Maintenant, une orthographe est dite opaque si un même son correspond à plusieurs lettres ou groupes de lettres possibles, comme en français. Vous voyez à quel point c'est complexe ici. Le son S peut se reproduire en S seulement, comme dans discours, en SS comme dans assassin. Vous avez C, parfois plus E, parfois plus I, comme dans 105 ici. Vous avez CCD plus A plus O plus U, alors ça, façon ou aperçu ici. Vous avez CS, comme dans arborescence. Vous avez T, parfois avec un I, comme dans alimentation. Vous avez X, comme dans 6, par exemple. Okay? Donc, dans le cadre de notre étude, on a voulu répondre à 2 questions. La première, c'est les procédés qui relèvent de la transgression de l'orthographe conventionnelle sont-ils aussi bien représentés en français, en anglais et en espagnol? Et 2, pour chacune des langues, de quelle façon le groupe des ados en quête d'identité se démarque du groupe des adultes? Alors, avant de parler des résultats, je vais juste parler de méthodologie parce que c'est important. Donc. Alors, notre étude se fonde sur des corpus d'échanges effectués au moyen du protocole Internet Relay Chat qui se déroule en temps réel, soit en mode synchrone. Juste pour votre information, l'IRC a été inventé en 1988. Alors, c'est le premier système de clavardage et ça existe encore aujourd'hui, c'est très utilisé. Donc, ça a été inventé par un Finlandais qui s'appelle Jarkko Oikarinen. Okay? Alors, c'est un protocole qui permet à un internaute de discuter en temps réel avec un ou plusieurs usagers branchés simultanément sur le même salon de discussion et sur le même serveur aussi. Donc, en comparaison avec d'autres outils de CMO qui offrent la possibilité de transmettre la voix ou l'image, par exemple Skype, d'accord? L'IRC a comme particularité de se réaliser uniquement en mode texte. Donc, il est centré sur la communication écrite, ce qui est au cœur de notre étude.
Donc, vous avez ici un exemple, une capture d'écran qui illustre un exemple d'échange de mes corpus d'un salon de discussion appelé 35 ans et plus. Alors, l'interface du logiciel se présente de la manière suivante. Donc, l'écran est subdivisé en 3 parties ici. Donc, dans la première, à l'extrémité droite, vous avez les pseudonymes ici des clavardeurs en question. Ensuite, vous avez une zone blanche située au-dessus de la barre inférieure qui est utilisée pour saisir des commandes, donc pour clavarder. Et ici, vous avez tout ce qui est écrit par les clavardeurs. D'accord? Alors, vous remarquez que toutes les interventions sont préfixées par le pseudonyme de la personne qui parle, par exemple, Naomi 32, mais ça te va bien ici. OK? Donc, pour chacune des langues, on a analysé un corpus constitué de 4520 messages échangés sur divers canaux IRC, d'accord, dont la moitié, toujours 2260, proviennent de canaux pour ados et l'autre moitié, 2260, de canaux pour adultes. Alors, pour le français, notre corpus est formé d'échantillons de canaux francophones québécois. Pour l'espagnol, c'est basé en Espagne, d'accord, et pour l'anglais, c'est des canaux canadiens ou américains. Aussi, nous avons enregistré les conversations en tant qu'observateurs neutres, c'est-à-dire sans jamais envoyer de messages publics ou privés pour ne pas influencer les échanges en cours. Et les clavardeurs ne savaient pas qu'ils étaient enregistrés aussi. Okay? Maintenant, pour identifier les différents messages, nous avons numéroté les énoncés en commençant par le numéro 1 dans chacun des canaux. Donc, les lettres J ou A indiquent que les messages sont tirés respectivement de canaux pour jeunes et pour adultes. Par exemple, le message suivant est tiré du sous-corpus que j'ai nommé 11, d'accord, numéroté 11, qui correspond à un canal pour adolescents nommé jeune, en fait, à la ligne 97. Et vous avez ici le pseudonyme de la personne qui parle et ici son message. OK? Donc là, je vais passer maintenant aux résultats. Donc, avant, je vais parler de la classification des phénomènes, des pratiques d'écriture en contexte de clavardage pour les 3 langues, mais j'ai fait un résumé, vous allez voir. Alors, on va commencer. Donc, pour chacune des langues, nous avons relevé des grandes catégories générales qui rendent compte de toutes les variantes graphiques, scripturales de notre corpus, étant entendu que chacun se subdivise évidemment en plusieurs sous-catégories. Alors, on va commencer par les procédés abréviatifs qu'on trouve dans les 3 langues, d'accord? Alors, pour répondre à une nécessité fonctionnelle, c'est-à-dire le maintien de l'interactivité entre les participants, malgré la rapidité des messages qui défilent à l'écran, les clavardeurs vont raccourcir la forme des messages ou le signifiant des messages par diverses stratégies. Par exemple, on a des sigles et des acronymes. Alors, à la prochaine est réduit à ALP, d'accord? Juste pour clarifier la différence entre un sigle et un acronyme, un sigle, qu'est-ce que c'est? C'est une suite d'initiales employées comme signe abréviatif, par exemple BD pour bande dessinée. Okay? Tandis qu'un acronyme, c'est un signe qui est prononçable comme un mot ordinaire, par exemple cégep, d'accord? Cégep qui est Centre d'études générales et professionnelles, en fait. Ou encore OTAN, d'accord? Organisation du traité Atlantique Nord. Maintenant, comme autre phénomène, on va trouver réduction de graphèmes complexes. Alors, vous avez un bel exemple en espagnol, aquí, qui est réduit, le QU ici est réduit en K. Encore une précision, des graphèmes, qu'est-ce que c'est? C'est l'unité élémentaire de l'écriture qui correspond dans l'écriture alphabétique à une lettre ou à un groupe de lettres, grosso modo. Alors, le français comporte ainsi plus de graphèmes que de phonèmes. On trouve 130 graphèmes en français versus 36 phonèmes, dont 17 consonnes, 16 voyelles et 3 semi-voyelles. Okay? Maintenant, un autre exemple d'abréviation intéressant, ce sont les logogrammes, d'accord? Alors, un logogramme, c'est juste un remplacement d'une unité lexicale par un symbole. Par exemple, ici, le weight est remplacé par quoi? Ici, par le chiffre 8 en anglais qui sonne
ate aussi, d'accord? Waiting. Ça va? Okay. Je continue maintenant. Maintenant, je vais parler des remplacements de graphèmes qu'on trouve aussi dans les 3 langues à l'étude. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une opération qui consiste à remplacer un graphème, donc une lettre ou un groupe de lettres, par un autre, l'objectif n'étant pas de simplifier ici, mais plutôt de régulariser les correspondances entre les graphèmes et les phonèmes par une transcription phonético-graphique complète, parfois partielle. Alors, par exemple, on a ici « moi », d'accord, qui est transcrit « moi », M-W-A. Alors, c'est presque comme une transcription phonétique. C'en est une, en fait, ici. Ici, on a « nunca » en espagnol, où le « C » est remplacé par « K ». Et on a en anglais « nothing » ici, où le « O » est remplacé par « U ». Donc, c'est une tentative d'oralisation ou de phonétisation de l'orthographe. Je continue maintenant. Là, ça, c'est un phénomène qu'on trouve uniquement en français et pas dans les autres langues, les neutralisations en finale absolue. Alors, on réfère ici à des stratégies simplifiantes, mais pas nécessairement économiques, qui visent le remplacement de certaines finales, notamment celles des verbes conjugués et des noms qui se terminent par la voyelle « et les participes passés par « et » ou « er ». Alors, elles semblent se produire pour des raisons qui tiennent à la situation de production, donc beaucoup de pression du temps quand on clavarde, la rapidité des messages qui défilent. On peut aussi attribuer ces neutralisations-là à l'absence de signes diacritiques, donc accent aigu, par exemple, sur certains claviers, et ça sert à éliminer toute incertitude de prononciation. Alors, par exemple, on a congé, le clavardeur a écrit congé ER au lieu de et, d'accord? J'ai acheté ER ici, d'accord, un participe passé, et tu as oublié de respirer, ça c'est l'inverse en fait ici, et. OK? Et dernière grande catégorie, la plus intéressante selon moi, ce sont les procédés expressifs qu'on trouve dans les 3 langues aussi, français, espagnol, anglais. Donc, quand on parle, on transmet constamment de l'information sur nos émotions. Grâce à quoi? Grâce aux expressions faciales, aux intonations, aux pauses, aux gestes, etc. Dans le clavardage, il faut trouver des moyens pour exprimer ces informations-là. Donc, les clavardeurs vont mettre au point des stratégies pour reproduire la spontanéité de l'oral et le non-dit. Donc, ce sont des ressources pour compenser l'absence de canal sensoriel, visuel et auditif en situation de clavardage et ainsi pallier l'absence d'informations non verbales qu'on appelle paralinguistiques dans la terminologie. Donc, la propension à l'expressivité dans les forums de clavardage rappelle sans nul doute la spontanéité de l'oral. Elle va se manifester par des paramètres de la conversation en face à face, donc des expressions faciales, des intonations, des pauses, etc. Donc, vous avez 3 exemples ici. Un smiley ici avec sniff sniff. Ici, qu'est-ce qu'on a? Des caractères échos. On a un rire ici espagnol. Et ici, on a un soupir en anglais, sigh. Donc, à propos des émoticônes qu'on appelle smiley, juste pour faire un peu d'histoire, on attribue l'invention des smileys à Scott Fahlman, qui était professeur à l'université Carnegie Mellon et qui, en 1982, créa le symbole, comme ça, bonhomme sourire, okay, afin d'étiqueter les messages drôles ou ironiques qui circulaient sur le forum de son université. Donc, il remonte vraiment au début des réseaux. Okay? Ça fait plus que 30 ans, plus que 35 ans que ça existe. Donc, c'est très important de souligner que tous ces procédés-là ne sont pas nouveaux et on les trouve dans d'autres formes de communication antérieures au cellulaire, d'accord? Aujourd'hui, il y a des centaines d'émoticônes qui existent, dont l'interprétation peut varier. Et à cela vont s'ajouter des sigles comme LOL, comme MDR, etc., pour exprimer le rire. Alors là, je vais juste vous présenter ici la fonction des émoticônes, d'accord, par Marcoccia 2004, qui a beaucoup travaillé sur ça. Donc,
les smileys ont une fonction expressive. Donc, qu'est-ce que ça exprime? Ça exprime l'état d'esprit de la personne qui écrit, par exemple, de la joie, de la tristesse, de la colère, etc. Ils ont aussi une fonction interprétative parce que c'est une aide apportée à la personne qui reçoit votre message pour qu'il interprète plus facilement l'énoncé. Par exemple, un clin d'œil permet d'interpréter qu'un énoncé est ironique ou humoristique. Ça ici, le clin d'œil. Ils ont également une fonction relationnelle, donc ça traduit en fait le type de relation que la personne qui écrit désire entretenir avec la personne qui reçoit. Par exemple, le smiley sourire peut être à la fois une manière d'exprimer son émotion et de donner une tonalité particulière au message. Finalement, il y a une fonction de politesse. Alors, ça permet parfois de désamorcer le caractère offensant d'un message. OK? Maintenant, comparaison des trois langues. Donc, au terme de cette typologie, on retient trois catégories communes aux trois langues, donc les procédés abréviatifs, les remplacements de graphèmes et les procédés expressifs. Donc, comme vous le savez, les hispanophones et anglophones ne vont pas recourir aux neutralisations en finale absolue, qui permettent fréquemment aux francophones de faire abstraction, par exemple, des règles très compliquées de l'accord du participe passé, en remplaçant l'infinitif des verbes du premier groupe par le participe passé, ou inversement, comme vous avez ici. Ça, c'est très, très fréquent comme forme ici. Remplacer un participe passé par ER. Maintenant, en ce qui concerne les procédés abréviatifs et expressifs, on peut mettre en évidence de nombreuses zones communes entre les trois langues à l'intérieur des sous-catégories, dont je n'ai pas vraiment parlé en détail aujourd'hui. Premièrement, pour les abréviations, les clavardeurs des trois langues vont notamment employer des troncations, des réductions de graphèmes complexes, des sigles, des acronymes, etc. Dans ces procédés, il y a certaines sous-catégories qui relèvent de particularités spécifiques à chacune des langues. Alors, voici un exemple, les troncations par apocope, dans laquelle se trouve ici une sous-catégorie qui touche uniquement le gérondif des verbes anglais. Par exemple, la forme ing qui est réduite à in, comme dans talking ici. Okay? Ou encore la réduction de pronoms qui se réalise uniquement en français. Par exemple, je pense ici. Okay? Juste pour votre information, j'ai parlé d'apocope ici. Une apocope, c'est juste une réduction de la forme qui opère à la fin d'un mot, à la finale d'un mot. On va trouver aussi des sous-catégories qu'on trouve uniquement dans une langue. Par exemple, la chute de la consonne intervocalique en espagnol. Par exemple, dejao ici, d'accord, dejao au lieu de dejado. Ou les formes réduites des verbes en anglais, par exemple, hafta au lieu de have to, qui non seulement vont raccourcir le signifiant ou la forme du mot, mais sont également des traits de langue familière ici. Ça ici, par exemple. Maintenant, deuxièmement, les clavardeurs vont tenter de rendre compte de la dimension interactive du clavardage, comme je l'ai dit plus tôt. Et troisièmement, les remplacements de graphèmes sont évidemment tributaires du système graphique de la langue en question. Alors, les différents graphèmes impliqués correspondent à un phonème de la langue. Vous avez des exemples ici, encore une fois, comme toi, deveria, où le V remplace le B ici. On a cause ici, où le Z va remplacer le S de because, etc. Donc, maintenant, je vais parler rapidement des résultats quantitatifs, d'accord? Alors, j'ai fait des statistiques pour tout ça. Donc, pour chacune des langues, je vais dégager le profil général des deux populations en exposant les résultats par grande catégorie avec des exemples. Alors, dans mon étude, j'ai réalisé des tests statistiques de Pearson, etc., mais ici, je vais juste présenter les pourcentages, parce que c'est très complexe sinon. Donc, de façon générale, en français, alors je vais commencer par le français, de façon générale, on relève un plus grand nombre de variantes dans le groupe
des adolescents, donc 2546 occurrences, comparativement à 2186 chez les adultes. Donc, les deux groupes recourent abondamment à des stratégies d'abréviation. Les chiffres sont très élevés ici, comme vous voyez, et aussi à des moyens visant à reproduire les paramètres d'une conversation en face à face, donc des procédés expressifs. Donc, nos résultats montrent que le groupe des adultes, tout en recourant aux différents procédés, est plus réticent à employer ces variantes que ne l'est le groupe des adolescents. Les premiers ont surtout tendance à employer des procédés expressifs qui visent à combler l'absence d'informations paralinguistiques. Les adolescents, eux, ils vont surtout se singulariser en recourant à divers moyens scripturaux, par exemple en multipliant les remplacements de graphèmes. Ici, comme vous voyez, c'est plus élevé que là. OK, je passe tout de suite à l'espagnol maintenant. Donc, dans l'ensemble, les résultats montrent aussi que les adolescents produisent un nombre supérieur, mais là, ici, c'est légèrement supérieur de variantes. Donc, en premier lieu, ce qui frappe est l'emploi de marques d'expressivité qui va caractériser le groupe des adultes. Vous voyez 61,9% ici. En second lieu, les résultats montrent que les adolescents se distinguent par l'emploi de stratégies d'abréviation, ici, et de remplacement de graphèmes. Maintenant, l'anglais. Maintenant, à la différence de l'espagnol et du français, il y a un nombre presque égal de variantes dans les deux groupes générationnels. Ici, on a 1566 occurrences versus 1594. Donc, les adultes vont produire un nombre légèrement supérieur de variantes que les adolescents. Et on le remarque surtout pour la catégorie des procédés expressifs ici. D'accord? L'écart est juste de 28 occurrences. On a remarqué aussi qu'il y a un procédé spécifique, l'acronyme LOL, qui va gonfler les résultats chez les adultes. Okay? Maintenant, bilan de l'étude. Donc, 3 constants importants ressortent de la comparaison des pratiques scripturales dans les 3 langues retenues. Premièrement, à l'exception des neutralisations en finale absolue présentes uniquement en français, les clavardeurs des 3 langues emploient des procédés abréviatifs, des remplacements de graphèmes et des procédés expressifs. Donc, cette similitude peut s'expliquer par le système d'écriture alphabétique de ces langues qui offre une correspondance de manière plus ou moins régulière et réciproque d'un phonème à un graphème. Les procédés scripturaux du clavardage sont tributaires de plusieurs facteurs, dont les plus importants sont la rapidité de l'expression et le besoin de reproduire les paramètres d'une conversation en face à face. Autrement dit, c'est toujours les procédés abréviatifs et expressifs qui dominent pour les langues en question. Troisièmement, dans les 3 langues, le groupe des ados tend à se distinguer de celui des adultes en multipliant les remplacements de graphèmes, les procédés abréviatifs, qui vont rester malgré tout bien présents dans le groupe des adultes. Le groupe des adultes va surtout, en priorité, pallier la non-présence des participants en se servant de procédés expressifs. Donc, avec en tête l'hypothèse sur l'élaboration de codages spécifiques au clavardage, nous voulions d'une part classifier les usages scripturaux et d'autre part vérifier si c'était les mêmes chez les ados et les adultes. Alors, nous avons pu démontrer que 3 des grandes catégories de notre typologie sont constantes d'une langue à l'autre, et c'est juste les sous-catégories qui vont varier. Donc, notre typologie qui a d'abord été établie pour le français est généralisable, je crois, à d'autres langues, dont le système d'écriture est de type alphabétique. À ce propos, David Crystal a relevé des abréviations dans d'autres langues. Alors, prenons le cas des logogrammes ici, où des cas ont été recensés ici. Donc, en allemand, on a par exemple le Guten Nacht ici, d'accord? En suédois, on a quelque chose ici, je n'arrive pas à le prononcer, d'État, je suppose, ici. Vous avez en norvégien, en tchèque. Et Crystal a aussi répertorié des sigles, acronymes dans 8 langues. Alors, vous avez ici en italien,
TVB, en polonais ZW, en hongrois SZV, SZ, je ne sais pas ce que ça veut dire, et vous avez ici en chinois un exemple. OK? Maintenant, les enjeux éducatifs, le temps qui me reste. Parfait, OK, merci. Donc, maintenant, je vais parler de la maîtrise de l'orthographe chez les jeunes. Donc, la maîtrise de l'orthographe chez les jeunes est une question qui préoccupe les populations et qui est au cœur des débats concernant l'apprentissage de toute langue écrite. Donc, est-ce qu'il faut s'inquiéter de l'influence de ces outils de communication sur la maîtrise de l'orthographe française? Pour le français, il y a Manès et Cogis 2007 qui ont démontré qu'il y avait un accroissement des erreurs d'orthographe et plus spécifiquement pour l'orthographe grammaticale entre 1987 et 2005 chez les élèves du CM2. Donc, CM2, c'est 10-11 ans à peu près, à la troisième qui correspond à 14-15 ans, donc secondaire 3 ou 4, là, je dirais ici. Pour mesurer cette dégradation, la même dictée a été administrée sur 2 périodes différentes, soit en 1987 et en 2005, respectivement à 3048 et 2767 élèves. Alors ici, je reprends dans le tableau les scores comparés par classe entre 87 et 2005 ici. Vous voyez qu'il y a une augmentation des erreurs, d'accord? Énorme quand même, okay, du nombre d'erreurs. Donc, l'utilisation croissante de la CMO par les jeunes suscite parfois des inquiétudes sur ces nouvelles formes d'écriture. Donc, certains attribuent parfois sans preuve à l'appui la détérioration de la maîtrise du français écrit aux pratiques scripturales découlant de la CMO. Donc, à ce propos, surtout vers le milieu des années 2000, les médias ont publié des articles qui portaient sur les détournements orthographiques chez les jeunes adeptes de ces outils de communication-là. Alors, certains de ces titres sont révélateurs de l'inquiétude de l'opinion publique. Alors, par exemple, vous avez ici « Plus les ados clavardent et plus ils écrivent mal ». Okay, on avait ça en 2005. Même pour d'autres langues, d'accord? Alors, les SMS chinois menacent les idéogrammes chinois. OK? Plus récemment, on trouve des articles disant qu'il n'y a aucun effet sur l'orthographe, par exemple ici dans la colonne de droite. Alors, les SMS, une menace pour l'orthographe ou pas, puis ici, on a SMS, le langage texto ne détruit pas l'orthographe des ados. Donc, mes recherches futures auront pour objectif d'étudier les effets des dialogues en ligne sur la maîtrise orthographique des jeunes. L'hypothèse sous-jacente à notre recherche est que nous serions en présence d'une digraphie, d'accord? C'est-à-dire que les scripteurs arriveraient à différencier les registres orthographiques en fonction des contextes de communication, d'accord? Alors, l'hypothèse de la digraphie, elle a été corroborée par une étude menée à l'Université de Stanford en Californie par Andrea Lunsford. Alors, elle, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a recueilli entre 2001 et 2006 un corpus de 15 000 documents, c'est énorme ça, de 189 étudiants, donc des travaux de rédaction, des devoirs, des journaux intimes, des courriels, des blogs, etc., plein de textes, d'accord? Donc, ces résultats montrent que les nouvelles technologies n'ont pas d'impact négatif sur les habiletés à rédiger. Elle va même jusqu'à affirmer que les jeunes écrivent davantage que les générations précédentes. Pourquoi? Parce que leur socialisation se réalise en ligne et les force à écrire tout le temps. Elle a constaté aussi que la rédaction de textos ne nuit pas à la rédaction de textes formels, car elle n'a pas trouvé un seul procédé graphique associé aux textos dans les travaux écrits des étudiants en anglais, ce qui montre que les jeunes adaptent l'écriture en fonction de leur interlocuteur ou de leur audience. Ensuite, de plus, il y a une autre étude ici qui a été faite par Varnhagen, McFall et collaborateurs en 2009 qui ont fait une étude sur la messagerie instantanée en anglais.
et n'ont trouvé aucune relation entre l'emploi des variantes orthographiques dans cette situation de communication et l'habileté à orthographier correctement en anglais standard. Et plus récemment, il y a quelques années, en 2014, il y a eu une étude du Centre de recherche sur la cognition et l'apprentissage au CNRS. Donc, les chercheurs ont analysé 4524 SMS de 19 adolescents âgés de 12 ans. Alors, son étude montre qu'en début de pratique des SMS, c'est le niveau en orthographe traditionnel qui va déterminer la forme des SMS envoyés et non pas les SMS qui vont influencer négativement l'orthographe traditionnelle. Donc, ce qu'ils ont remarqué, c'est que lorsque la pratique des SMS est installée après 1 an, d'accord, il n'existe aucun lien entre le niveau en orthographe traditionnel et la forme des SMS. Donc, l'étude conclut que les textos ne constituent pas une menace pour le niveau en orthographe à l'école, mais sont une occasion nouvelle et supplémentaire de pratiquer l'écrit. Donc, l'hypothèse de la digraphie implique que l'écriture en ligne ne serait pas liée à l'affaiblissement du niveau d'orthographe chez les élèves de niveau secondaire. Alors, c'est ce point que j'aimerais vérifier concrètement, d'accord? Donc, les objectifs spécifiques suivants seront poursuivis. Alors, ce que j'aimerais faire, c'est établir un profil d'utilisation des technologies de la communication par les élèves ainsi que de leur pratique scripturale. 2, je voudrais vérifier si les stratégies d'écriture employées en contexte de communication électronique apparaissent dans les écrits standards des élèves, en français évidemment, qui utilisent ces moyens de communication. Et j'aimerais voir si les ados qui emploient ces moyens sont en train de mettre au point un code parallèle ou s'ils confondent parfois par méconnaissance orthographe et procédés graphiques scripturaux qui sont employés dans les technologies. Et 4, aussi, ce serait intéressant de vérifier s'il y a des différences entre les pratiques scripturales en contexte de communication électronique chez des locuteurs en français, langue maternelle et langue seconde aussi. Okay? Et ces résultats pourraient lancer un débat sur la possibilité ou non d'intégrer ces nouvelles pratiques d'écriture à certaines séances d'apprentissage du français, en langue seconde, par exemple. Alors, on pourrait donner l'exemple ici de l'écrivain Phil Marceau, qui a publié un roman en 2005 écrit entièrement en SMS. Okay? Alors, ça s'appelle « Passage à tabac vos SMS » ici. Alors, vous avez un extrait écrit en SMS et j'ai reproduit ici l'extrait en orthographe standard. D'accord? Alors, je vous laisse 1 minute juste pour le lire pour vous. Donc, on a ici 3 heures du matin, 3 heures du mat. La fin ici me guette. Alors, c'est vraiment des SMS français ici. D'accord? 3 jours ici, emmuré dans les toilettes ici. J'avais beau écouter la radio. Personne ne chatte sur moi. Ah, soudain, un bruit me fait bondir de la cuvette des toilettes. Je rêve, le mur s'effondra sous l'avalanche des coups de pioche. D'accord? Le boss m'interpelle. OK? Donc, merci beaucoup. Merci Anaïs. Donc, même déroulement, je vous invite à poser vos questions ici, mais aussi ceux qui sont ailleurs. Bonjour, c'est Yannicka, merci. Bonjour, pour enchantée. La présentation. Je me demandais, je ne connais pas personnellement cette page IRC, mais... IRC? Pardon, c'était... Désolée, non. Mais je me demandais comment est-ce que vous savez si les textos sont des personnes de langue maternelle ou pas, et est-ce que ça se reflète dans les textos? J'arrive à savoir quand c'est du français québécois. Oui. Quand il y avait des textos un peu bizarres, je les ai éliminés, d'accord, souvent. Je prenais vraiment... C'est l'analyse vraiment de la langue maternelle des... Pour le français, l'espagnol et l'anglais, oui, c'est vraiment de langue maternelle. C'est sûr que parfois, peut-être que je me suis trompée, parfois ça peut arriver, mais je pense que
Habituellement, ce sont des descripteurs de langue maternelle qui ont écrit. OK. Oui. Bonjour, je suis Joanie. J'ai deux questions. La première, en fait, c'est par rapport à votre dernière partie là, sur, j'ai le mot éducation, là, mais sur l'enseignement, en tout cas, voir... Oui, c'est ça, enjeu éducatif, exactement. Merci. Ma question, en fait, c'est... Bien là, vous dites qu'il y a eu des études sur, dans le fond, sur la même catégorie d'âge, puis dans différentes années, mais je me demande si... sur quelqu'un qui, en théorie, n'apprend plus nécessairement à écrire français, comme si on prenait un adulte de 20 ans, puis qu'on regardait dans 10 ans sa façon d'écrire dans des textes plus formels, s'il y aurait une influence, selon vous, sur sa manière d'écrire par rapport à peut-être son langage informel en matière de texto, clavardage? Aucune influence des textos sur sa façon d'écrire maintenant, d'accord? Je crois qu'il arriverait à différencier les deux registres d'écriture sans problème. D'après moi. Mais ce serait à vérifier. Mais ce serait à vérifier. Autant pour les registres que pour simplement... Je ne sais pas si les fautes se font plus facilement parce qu'avec les autocorrecteurs, maintenant, moi, je pense à moi. Là, oui, je fais « enter », puis ça rentre, puis c'est tout. Puis je me rends compte des fois qu'il me semble que je fais plus d'erreurs qu'avant. Vous oubliez vos règles de grammaire ensuite? Bien, je ne les oublie pas, mais je les remarque plus. Fait que je me demandais... C'est très intéressant. Mais je les remarque plus en écrivant. C'est ça que je les révise puis je le vois tout de suite, mais en écrivant, c'est plus automatique, aussi automatique qu'avant. Donc, il faudrait vérifier un adulte il y a 5 ans, par exemple, mais maintenant, puis dans 5 ans, s'il y a une différence dans sa façon d'écrire. Je trouve que ça serait intéressant. Oui. Je vais prendre ça en note, merci. Avec plaisir. Puis mon autre question, je l'ai oubliée, donc si ça me revient, je vais relever la main. D'accord. Oui, merci. Mon nom... moi, je suis Samuel. Bref. OK. Est-ce que le micro, ça fonctionne dessus ou pas? Non, ça ne marche pas pour moi, en fait, c'est ça. Ah, d'accord. D'accord. OK, il faudrait juste que je parle. Ah, d'accord, le micro, ça fonctionne juste pour l'enregistrement. Oui, c'est ça. Ah, d'accord. On n'est même pas on n'est pas à la première semaine, mais j'ai appris quelque chose de nouveau aujourd'hui. Bref, ma question sur la fin, c'est... vous avez parlé un peu dans la dernière partie des fameux enjeux éducatifs sur le fait de comparer, des personnes pas du même âge, mais au même des élèves, moment. là, oui, c'est ça, du secondaire, c'est ça. Oui, voilà. Je me demande, peut-être que c'est quelque chose que vous allez pousser plus loin, j'en sais rien, mais s'il y a des décalages entre les générations, des personnes qui ont appris, qui ont atteint un certain... qui sont arrivés à un certain moment, à un certain niveau de scolarité avant la généralisation du clavardage, des SMS. Et ceux qui sont nés avec ça, et ceux qui sont vraiment nés avec les SMS, c'est ça? Oui, voilà. Moi, je crois qu'il y a une différence entre les formes employées, mais ce serait à vérifier, en effet. Oui, mais tu sais que peut-être que certaines formes de langage sont plus généralisées parmi les plus jeunes générations. J'en sais rien, mais tu sais, ayant eu des charges de cours pour des étudiants pas une génération plus jeune que moi, je remarque déjà qu'il y a une différence dans les textos qu'ils emploient, dans les formes employées, c'est ça? Non, je ne texte pas avec mes étudiants, c'est sûr, mais bon, bref, dans leur rapport, façon de s'exprimer en général, c'est ça? Oui, il y avait un décalage entre tu sais, moi, mes réflexes linguistiques ou de recherche et de l'art, je suis certain qu'on ne peut pas généraliser à partir des expériences anecdotiques comme ça, mais je serais curieux. Peut-être que ça serait quelque chose... Il faudrait le vérifier, en effet. Oui, je suis d'accord avec vous. Il faudrait vérifier, c'est ça. Merci. Donc, merci à vous. Bonjour, je suis toujours Joanie. Ma question m'est revenue. En fait, c'est plus... un intérêt que j'ai par rapport à votre 4e point de vos recherches futures, c'est pour voir s'il y avait des distinctions dans l'utilisation, vérifier les différences entre les pratiques scripturales, donc chez le locuteur français langue maternelle et français langue seconde. Est-ce que
bon, vous dites vérifier. Est-ce que vous avez des hypothèses par rapport à l'utilisation justement des pratiques scripturales? Pensez-vous que ça va être... on va retrouver le même genre de pratique? Et si on retrouve le même genre de pratique, est-ce qu'on va les retrouver sous la même forme ou ça va être dans d'autres mots de vocabulaire? Ou est-ce que c'est ça que vous voulez dire aussi? Mais il y aura peut-être moins d'abréviations chez les locuteurs de FLS, d'après moi, en français. C'est ce que je peux voir. Mais pour les procédés expressifs, ça devrait être pas mal pareil entre les deux groupes. Oui, c'est ça. Pensez-vous, bien naturellement, là, je la pose la question, mais je me dis, pensez-vous que la langue maternelle de la personne qui est en français langue seconde va influencer sa manière d'utiliser? Très bonne question. Ça, c'est sûr que oui, d'après moi, mais il faudrait le vérifier aussi. Par exemple, un hispanophone, est-ce qu'il va reproduire des phénomènes... Ou l'anglophone, justement. L'anglophone, c'est ça, que justement. Vous avez vu. Oui. Ou un sinophone en chinois, par exemple. Qu'est-ce qu'il va faire en français? Là? C'est très intéressant. Ouais. Merci. Je suis toujours Samuel. Est-ce que préférez-vous étudier l'anglais langue seconde et l'espagnol langue seconde aussi, ou juste le français langue seconde? Je vais commencer par le français, puis on verra pour les autres langues ensuite. Parfait. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions en ligne? Non? Est-ce qu'il y a d'autres questions ici dans la salle? Bon, ben, je vais poser une alors. OK. Ou deux peut-être. D'accord. La première, lorsque vous avez comparé plusieurs langues, vous avez montré qu'il y a les mêmes phénomènes dans plusieurs langues. Je me demandais si... Ici? Non, les logogrammes. Oui, ça. Ah, ça, OK. Si on peut considérer ça comme une sorte d'empreinte, quelque chose qui a été commencé dans une langue et ensuite transféré à d'autres. D'après moi, ça vient de l'anglais, sûrement. Là. Ouais. Ça a dû commencer en anglais, puis ça a été repris par les autres langues par la suite. Et la deuxième question, à la fin, ce que vous avez montré, le livre qui est écrit comme en texto, là. Oui, en texto, oui. Ça, c'est déjà paru? Oui. Oui? Oui, Comment c'est publié, ça a été reçu? Est-ce que la réception de ça... Je ne le sais pas. Je n'ai pas regardé les critiques ou quoi que ce soit. J'ai juste trouvé ce livre-là. Est-ce qu'il y en a plusieurs, Il paraît qu'il y en a d'autres auteurs, en fait. Je pourrais peut-être vous envoyer la liste si vous voulez. J'en ai quelques-uns que j'ai notés, c'est ça, en cherchant. Mais comme je suis conservatrice, je ne serais pas capable de le lire. Oui, non, c'est ça.